Et donc le sujet de cette conférence porte sur le dialogue des cultures. C'est un terme que j'emprunte à Denis de Rougemont. Quand on essaie de progresser dans la réflexion, il faut bien sûr essayer de repartir tout simplement des mots d'abord, comme nous l'indiquait d'ailleurs Barbara Cassin hier. Dialogue et culture, ce sont des mots très riches, très beaux. L'un vient du latin et l'autre vient du grec. C'est dans les Tusculanes que Cicéron fait un éloge de la philosophie, cette philosophie qu'il présente comme un art de vivre, ce qui était le cas dans l'Antiquité. Et pour présenter les questions philosophiques, Cicéron recourt à la forme platonicienne du dialogue, de l'entretien avec un interlocuteur qui pose des questions, qui fait des objections, qui ajoute des remarques. Et à cette occasion, dans les Tusculanes, Cicéron se lance dans une comparaison avec les champs que l'on cultive et qu'on ensemence. Alors d'abord, faut-il remarquer, ça d'ailleurs c'est ce qu'on retrouvera aussi dans l'Évangile, tous les champs qu'on cultive, cultiver en latin c'est le verbe colo, colere, tous les champs que l'on cultive ne sont pas fertiles, il y a des terres ingrates. Ensuite, si fertile qu'il soit, ce champ ne porte des fruits que s'il est travaillé, que s'il est cultivé. Eh bien, nous dit Cicéron, il en va de même pour l'âme. Sans doctrina, sans enseignement, sans savoir, l'âme ne produit rien. Mais évidemment, la doctrine ou l'enseignement doit aussi trouver, comme je l'ai dit, un bon terrain, une âme réceptive. Eh bien, qu'est-ce que la philosophie, nous dit Cicéron? Qu'est-ce que c'est que cet amour de la sagesse, comme dirait Rabelais, une science avec une conscience? Qu'est-ce que c'est sinon une cultura animi, une culture de l'âme, c'est-à-dire une façon, puisqu'il emprunte sa comparaison à l'agriculture, une façon de travailler le champ de l'âme, d'en extirper les vices, les mauvaises herbes, de la mettre en état de recevoir les semences, de lui confier et d'y semer ce qui justement, une fois développé, une fois mûri, portera les fruits les plus abondants. La culture, c'est donc ce qui, venu de tout un ensemble de connaissances, de pensées, de réalisations de l'art, se dépose en nous, à travers une langue, comme une semence qui doit germer, qui nous nourrit, comme un trésor qui doit fructifier. On parle des nourritures spirituelles. D'ailleurs, au Moyen-Âge, le mot d'éducation se disait la nourriture. C'est quelque chose d'aussi indispensable que les nourritures matérielles. Les responsables qui dirigent n'en ont pas toujours forcément la conscience. C'est donc quelque chose, puisque c'est les premiers budgets que l'on coupe, comme vous savez, c'est donc quelque chose qui vient de ceux qui nous ont précédés. C'est un héritage propre à une communauté, à une langue, déposée dans une langue que l'on dit maternelle, et également un héritage qui nous vient de tous ceux qui nous entourent, de tout ce qui vient d'autres horizons. Donc quelque chose qui vient de loin et qui vient d'ailleurs, dans le temps comme dans l'espace, et qui se dépose en nous pour nous nourrir et pour nous rendre meilleurs, dans la grande tradition philosophique. Retenons bien ces traits d'un enseignement et d'un legs, d'une antériorité et d'une extériorité, et en même temps d'une intimité propre à chacun, ce que Cicéron appelait l'intimité de l'âme. Donc il y a à la fois une collectivité et une singularité. Quant à dialogue, c'est un mot grec, illustré par les fameux dialogues socratiques. C'est un mot qui suppose bien sûr le logos, c'est-à-dire la parole, qui en grec est aussi la raison, c'est le même mot qui dit la parole et la raison, l'exercice de la raison, qui est le propre de l'homme, d'être un être parlant, ce qui suppose un être de raison. Mais la parole suppose l'autre auquel on s'adresse, avec qui on échange, les propos, les raisonnements, comme les connaissances ou les idées.
Donc l'usage de la parole implique quelque chose qui passe à travers ce qui sépare l'un de l'autre. Dia, c'est dans le sens ici de cette préposition. Et si on s'élève à un niveau plus général, en tenant compte de la diversité humaine, on dira qu'il y a une façon qui est propre à chaque civilisation, c'est-à-dire à chaque ensemble d'artefacts qui modifient, qui organisent la nature, des sciences, des arts, des mœurs, des techniques, cette façon propre à chaque civilisation d'avoir cultivé l'âme. Le dialogue est celui donc qui s'échange non seulement entre deux individus, mais entre des cultures. Et ce qui se transmet alors passe à travers les langues, c'est ce que nous disait Barbara Cassin hier, c'est-à-dire à partir des traductions. Le fait de conduire, de passer à travers, traduction c'est quand même le même mot, transversalement, c'est cela qui introduit aussi un décalage, une mise en question par rapport à soi-même. Nous sommes comme interpellés ou interrogés par cette autre langue que nous traduisons et qui au fond va faire la richesse de la réflexion qui va suivre. Dans Le temps retrouvé, à la recherche du temps perdu, Marcel Proust va même faire de la traduction le principe créateur par excellence dans le rapport que l'on a avec soi-même. Il insiste sur le fait que créer, c'est toujours d'abord recevoir quelque chose d'ailleurs. Et cet ailleurs, chez lui, c'est ce qu'il appelle cette grande nuit impénétrée de notre âme que l'on croit être vide et néant. Je cite ce qu'il dit, « Le seul livre vrai, un grand écrivain n'a pas, dans le sens courant, à l'inventer, puisqu'il existe déjà en chacun de nous, mais à le traduire. Le devoir et la tâche d'un écrivain sont ceux d'un traducteur. » Admirable définition, comme vous le voyez, qui rejoint notre Cicéron. Il y a quelque chose qui est déjà là, en attente d'être accueilli, reçu, pour être travaillé, pour être porté au jour. Sortir au jour, c'est le mot qui signifie résurrection dans la tradition égyptienne, et donc pour être connu et être transmis. Qu'il s'agisse d'un rapport au passé, la culture, ou qu'il s'agisse d'un rapport à ce qui est pour chacun son propre inconnu intérieur. C'est le cas de la création littéraire, c'est ce à quoi Marcel Proust faisait ici allusion. L'autre est donc toujours déjà là, dans ce qui nous constitue, ce qui permet de résoudre les questions de la soi-disant identité, dans ce qui fait que nous sommes nous-mêmes à un moment donné de l'histoire comme de notre propre vie. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous passer de l'histoire, de la prise en compte de l'histoire. Et c'est un point de vue historique que je vais développer aujourd'hui devant vous pour ce dialogue des cultures, après l'étude philosophique que vous avez eue avec Barbara Cassin. Et ce qu'elle révèle, cette histoire, Denis de Rougemont l'a parfaitement exprimé dans un discours qui a été prononcé à l'université de Bonn en avril 1970, intitulé « La cité européenne ». Je cite, « Il est possible », vous savez que c'est quand même là à l'origine finalement de ce qui va être en même temps, peu à peu, le développement de l'Union européenne. Il est possible d'unir nos pays parce qu'il existe une unité de base sur laquelle fonder cette union. Il s'agit de l'unité d'une culture de laquelle participent tous les Européens, cultivés ou pas. Mais c'est une unité qui n'est pas homogène, réductrice, excluant ce qui diffère. C'est au contraire une unité qui englobe et compose dans une communauté de plus en plus complexe au cours des siècles des valeurs souvent antinomiques, provenant d'origines multiples, dont les contrastes et les combinaisons entretiennent des tensions renouvelées sans répit, comme des contraires en tension créatrice, dit-il encore ailleurs. C'est-à-dire des contraires qui ne cèdent, une union qui ne cède ni à la confusion, ni à la séparation. Une union qui, loin
de supprimer la différence sauvegarde les propriétés de chacun. Il a réuni après ces articles dans un petit volume intitulé L'un et le divers, mettant l'accent sur ce qui est pour lui la définition de cette culture commune, l'union dans la diversité, l'unité grâce à l'université, grâce à la diversité, un peu comme dans l'Aufhebung hegelien, on dépasse sans effacer ce qui s'opposait au départ, ou comme le disait Héraclite, auquel fait allusion Denis de Rougemont, ce qui s'oppose coopère. C'est cette sorte de coopération des contraires. Denis de Rougemont brosse alors un survol de notre histoire à partir des trois fameuses sources classiques que Paul Valéry avait distinguées pour ce qui fait la civilisation européenne, Athènes, Rome et Jérusalem, et viennent confluer avec ces trois origines, à l'époque du Haut Moyen-Âge, les sources germaniques et celtiques, et puis l'apport arabe des Xe et XIe siècles, et puis on aura encore l'apport slave du milieu du XIXe, et Rougemont ajoute, et l'art africain, le jazz noir et judéo-américain du XXe siècle. Mais là, je vais reprendre pour un parcours plus approfondi une synthèse qui a été proposée en 2013 par le professeur Louis Godard, qui est conseiller pour la conservation de l'héritage artistique auprès du président de la République italienne, s'appelait Il lungo cammino dell'Europa, le long chemin de l'Europe. Nous devons mesurer la richesse de notre histoire afin d'en préserver et d'en illustrer le meilleur. Si on interroge ce qui définit l'Europe, la géographie est un très faible secours. Bien sûr, De Gaulle a dit ça va de l'Atlantique à l'Oural, mais l'Oural c'est une passoire, comme vous le savez, par rapport à l'Asie. Pour définir l'Europe, il ne faut pas partir de limites extérieures, de frontières qui sont toutes franchissables. Il faut repartir du cœur, de l'intérieur, de ce que les peuples qui l'ont composé, qui ont participé à une même œuvre civilisatrice, ont construit peu à peu. Et il nous faut en nommer les étapes. Rassurez-vous, je en donnerai quelques-unes. Sinon, on y sera encore demain. Fondées sur des mélanges et sur des échanges. L'Europe, c'est d'abord une notion culturelle. C'est une étendue de territoires en mouvement vers l'Est comme vers l'Ouest, au-delà des océans, qui nierait que les États-Unis sont les enfants de la culture européenne, par exemple. Ce n'est donc pas une réalité géographique, c'est bien plutôt une réalité sociale, avant d'être devenue une réalité politique. Cet ensemble de territoires et de populations diverses, en mouvement, qui ont participé d'une même histoire, qui se sont reconnus ou qui ont forgé peu à peu des valeurs communes, matérielles et spirituelles, ont participé, contribué à une œuvre civilisatrice. Les frontières de l'Europe sont donc, on peut dire tout bonnement, celles de sa civilisation. Bref, ce n'est pas la géographie, c'est l'histoire qui nous permet de définir ce qu'est l'Europe. Et donc il nous faut en dénombrer les strates successives. Alors, vous connaissez tous le mythe de l'enlèvement d'Europe, auquel on se réfère toujours, à cette fille du roi de Phénicie, Agénor, qui va être enlevée sur les rivages phéniciens par le dieu Zeus, le dieu des dieux, le roi des dieux, qui s'est changé en taureau blanc et qui transporte la jeune fille en question sur l'île de Crète. Et de cette union vont naître les trois fameux juges des enfers, Minos, Sarpédon et Rhadamante. De fait, et comme souvent le mythe le fait entendre avec un soubassement historique, de fait, c'est bien en Crète qu'est apparue la première véritable civilisation occidentale qu'on a appelée la civilisation minoenne. Vers 2800 avant notre ère. Très bien. La migration, il y a toujours des migrations, il n'y a que des migrations, nous sommes tous que des immigrés. La migration a apporté des populations de souche orientale
et donc une civilisation très proche de celle du Proche et du Moyen-Orient. Mais cette civilisation a eu des innovations. Elle a développé les parois fresques des chambres que l'on a dans l'art crétois qui est conservé. Les personnages féminins y sont à l'honneur. L'une des figures crétoises est même appelée pour son élégance la parisienne. Il y a des représentations de paysages, de la nature, des jeux de couleurs gratuits et non pas forcément ici réalistes. C'était une civilisation douce, courtoise, où la femme est tenue en haute estime. C'est un art nouveau, si on le compare à celui de la Mésopotamie, de la côte syro-palestinienne, de l'Anatolie ou de l'Égypte. C'est reconnu comme ayant été la première grande civilisation européenne. Et d'ailleurs qui rend compte du fait qu'au premier millénaire, ce sont des marchands phéniciens qui vont enseigner l'alphabet aux Grecs, comme vous le savez. Ensuite, le pas suivant, c'est les anciens Grecs. Là, rendez-vous compte quand même qu'au cœur du deuxième millénaire, on utilisait déjà une langue semblable à celle que pratique aujourd'hui un des 27 pays de l'Union européenne et qui, quoi qu'il fasse, a droit à notre respect et à notre solidarité. Ceci dit en passant. Les Grecs, abandonnant l'organisation politique et économique monarchique qui était héritée des Minoens, de la civilisation minoenne, se sont organisés en cités, jusqu'à adopter au 5e siècle avant notre ère à Athènes un système qui règne encore de nos jours dans les pays européens et ailleurs dans le monde, qu'on appelle la démocratie. De plus, ces mêmes Grecs, poussés par le désir du commerce, se sont lancés à la découverte de toute la Méditerranée. Ils ont créé des comptoirs de partout et grâce à la monnaie, ils ont organisé des échanges. Ils ont donné au monde grec la caractéristique d'être la première grande civilisation pan-méditerranéenne. On avait fait d'ailleurs à la Fondation Bonne Mère une exposition sur les mots et les monnaies de la Grèce ancienne à Byzance. Vous bien voir cette Méditerranée, cette mer intérieure, ce qu'on a appelé ce Mare Nostrum, notre mer, n'a jamais cessé au cours de l'histoire de dépasser ses limites géographiques. Longtemps fascinée par la culture transmise par les peuples de l'Orient, cette civilisation méditerranéenne, par l'entremise de Rome, s'est étendue vers les vastes steppes euro-asiatiques, aux confins de la mer Noire, plus au nord vers les peuples des grandes forêts, et bien plus tard à notre ère vers le Nouveau Monde, donnant la civilisation atlantique. Cette mer intérieure s'insère dans le grandiose continent unitaire euro-afro-asiatique, où tout, des biens jusqu'aux idées et aux personnes, depuis les temps les plus reculés, a circulé de façon très précoce. L'histoire est marquée par cette union des trois continents. Mais revenons à la Grèce classique. Deux valeurs nous ont été transmises. Rappelez-vous le cri de révolte de Prométhée enchaîné au Caucase chez Échille. J'ai cherché la vérité, j'ai trouvé la justice et la liberté. La démocratie, c'est d'abord l'histoire de cette liberté, qui a trois aspects. Ça a été une liberté nationale d'indépendance contre l'Empire perse, liberté politique. Puis ça a été une liberté démocratique, qui était fondée sur la liberté de parole, le droit de tout dire, la parésia, avec une égalité du droit de parole, égalité garantie par la loi. C'est donc la liberté d'hommes qui refusent d'obéir à un autre maître que la loi. C'est un pas considérable dans l'histoire humaine. Et enfin, c'était aussi une liberté athénienne, de vivre à sa guise, d'agir et de créer dans sa vie quotidienne comme on l'entend. Il y a une très belle oraison funèbre de Périclès à la fin de la guerre, dans l'ouvrage de Thucydide sur la guerre du Péloponnèse, où il dit que Athènes a été une éducatrice pour toute la Grèce. Ce qu'il donne alors, c'est la charte de la civilisation qui est la nôtre. Vivre libre,
non pas esclave. C'est vivre dans un esprit de liberté. C'est se conduire en homme libre, c'est-à-dire responsable. Pour un grec, ça veut dire exercer sa raison, donc être civilisé. Le mot grec pour civiliser, c'est le mot politikos, qui comprend le terme de polis, c'est-à-dire polis, la cité. De même que le mot civilisé comporte le mot kiwitas, kiwis, le citoyen. Donc, l'essence même de la civilisation est liée à cette notion même de la cité elle-même qui nous vient de la tradition antique. Civilisé, c'est cette vie qui est menée dans la cité. Et une vie qui est en même temps de quelqu'un qui va être éduqué. Pepai de homenos, hein. La paideia, la fameuse enseignement, paidos, qui veut dire l'enfant que l'on mène à l'école, n'est-ce pas? Le pédagogue, c'est celui qui conduit l'enfant à l'école. Eh bien, le civilisé, c'est ça, c'est quelqu'un qui vit dans une cité et quelqu'un qui est éduqué. Vous n'avez pas de démocratie sans éducation. Vivre en homme sociable, tolérant, respectueux de l'autre dans la vie quotidienne, en homme respectueux des lois dans la vie publique, ayant encore le goût des choses belles, ayant l'audace d'entreprendre, d'agir, de créer, c'est le tableau que Périclès dresse de l'homme libre. Qu'est-ce donc que la démocratie? C'est l'exercice de la liberté, c'est-à-dire être libre de vivre à sa guise, todzen os bouletaiti, c'est-à-dire de vivre comme on l'entend, pour chacun de vivre comme il l'entend. Mais comme il s'agit d'une communauté, son fondement c'est donc l'égalité des droits, l'égalité de tous devant les lois que les hommes se sont donnés par l'exercice de la raison communiquée dans la parole. Et cette isonomia, cette égalité ici devant la loi, est fondée sur une iségoria, c'est-à-dire sur une égalité dans le droit d'exercer la parole, de faire entendre sa parole. Périclès y ajoute encore une chose, il faut relire toujours ces textes, tellement ils sont beaux. Après la Deuxième Guerre médique, après la destruction de l'Acropole en 480, au moment où il l'a reconstruit, et il s'adresse à ses concitoyens, et il leur dit « Puissiez-vous dire de nous, au siècle futur, que nous avons construit la cité encore plus belle et plus heureuse. » Personne, avant Périclès, n'avait ainsi interpellé l'avenir. Personne n'avait fait comprendre qu'ainsi, au lendemain des guerres, créer des œuvres de paix propres à édifier les siècles à venir, c'était la seule chose qui pouvait engendrer le bonheur. Et c'est ce que nous dit toujours l'Acropole, même à travers ses ruines, quand nous nous y rendons. Ça, c'est le grand siècle classique, ça, c'est Périclès. Puis il y a Alexandre. Et il y a la fameuse Alexandrie fondée par Ptolémée et par la dynastie des Ptolémées. La conquête d'Alexandre, auquel nous avons consacré justement ce livre et cette exposition sur Alexandrie la divine, la conquête d'Alexandre s'effectue dans tout l'Empire perse en 10 années, jusqu'à l'Inde, de 333 à 323 avant Jésus-Christ. Alexandre, c'est un conquérant qui est nourri d'Homère, que Aristote avait édité, mis au point un texte spécialement pour Alexandre, qu'il emportait avec lui et dormait la tête appuyée justement sur une petite cassette dans laquelle se trouvait le papyrus avec le texte d'Homère. Il était nourri d'Homère, nourri des tragiques grecs, nourri de l'enseignement d'Aristote. Imaginez si nos gouvernants étaient nourris d'Homère, des tragiques grecs et d'Aristote. Enfin, c'est quand même pour vous donner un peu l'image de ce monde-là. L'enseignement d'Aristote qui fondait l'universel de la raison, dont nous parlait encore Barbara hier. Il a voulu que la Grèce devienne l'école du monde hellénisé. C'est ce monde, cette nouvelle réalité qui va être issue des conquêtes d'Alexandre. Et Plutarque, au deuxième... Charles Mella. Permettez-moi une brève présentation. Monsieur Mella, né à Marseille, bachelier à 16 ans, et cela m'a beaucoup impressionné. Mais rassurez-vous, je ne vais pas vous expliquer toute sa vie, mais tout de même vous dire qu'il a été professeur à la Sorbonne, professeur à l'université de Yale. C'est un spécialiste de la littérature du Moyen-Âge. C'est un spécialiste de la littérature du Moyen-Âge et
Il est venu ensuite à Genève en 1982, je crois, où il a été professeur à l'université de Genève pendant de très nombreuses années. Il a également été doyen de la faculté de lettres. Il a été membre du conseil de la fondation Martin Bodmer, puis directeur de cette fondation Martin Bodmer, et il a participé activement, c'est à lui que l'on doit très certainement le nouveau musée Martin Bodmer, qui est un musée extraordinaire à Genève. Que peut-on dire encore? Parce que je vais être bref, que peut-on dire? C'est un écrivain qui a été couronné de succès par l'Académie française pour son ouvrage La Reine et le Graal. La Reine et le Graal. Quant aux distinctions, elles sont nombreuses. Chevalier de l'Ordre du Mérite. Chevalier de l'Ordre des Palmes académiques. Chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur. C'est donc quelqu'un de très important. Et aujourd'hui, il est président de... Alors là, j'ai un petit blanc du Centre européen de la culture. Ce Centre européen de la culture a, comme son nom l'indique, le but de promouvoir la culture, l'éducation, la citoyenneté européenne. Et ce centre a de nombreux projets. Tous ces projets ont un dénominateur commun, à savoir le dialogue des cultures. Et le dialogue des cultures, c'est l'exposé qui vous est offert aujourd'hui par M. Mella. Je lui cède la parole. Je vous remercie pour cette très gentille présentation et très vivante également. Je vous remercie aussi tous d'être présents par la chaleur qu'il fait. Et donc, le sujet de cette conférence porte sur le dialogue des cultures. C'est un terme que j'emprunte à Denis de Rougemont. Quand on essaie de progresser dans la réflexion, il faut bien sûr essayer de repartir tout simplement des mots d'abord, comme nous l'indiquait d'ailleurs Barbara Cassin hier. Dialogue et culture, ce sont des mots très riches, très beaux. L'un vient du latin et l'autre vient du grec. C'est dans les Tusculanes que Cicéron fait un éloge de la philosophie, cette philosophie qu'il présente comme un art de vivre, ce qui était le cas dans l'Antiquité. Et pour présenter les questions philosophiques, Cicéron recourt à la forme platonicienne du dialogue, de l'entretien avec un interlocuteur qui pose des questions, qui fait des objections, qui ajoute des remarques. Et à cette occasion, dans les Tusculanes, Cicéron se lance dans une comparaison avec les champs que l'on cultive et qu'on ensemence. Alors d'abord, fait-il remarquer, ça d'ailleurs c'est ce qu'on retrouvera aussi dans l'Évangile, tous les champs qu'on cultive, cultiver en latin c'est le verbe colere, tous les champs que l'on cultive ne sont pas fertiles, il y a des terres ingrates. Ensuite, si fertile qu'il soit, ce champ ne porte des fruits que s'il est travaillé, que s'il est cultivé. Eh bien, nous dit Cicéron, il en va de même pour l'âme. Sans doctrinat, sans enseignement, sans savoir, l'âme ne produit rien. Mais évidemment, la doctrine ou l'enseignement doit aussi trouver, comme je l'ai dit, un bon terrain, une âme réceptive. Eh bien, qu'est-ce que la philosophie, nous dit Cicéron? Qu'est-ce que c'est que cet amour de la sagesse, comme dirait Rabelais, une science avec une conscience? Qu'est-ce que c'est sinon une cultura
animi, une culture de l'âme, c'est-à-dire une façon, puisqu'il emprunte sa comparaison à l'agriculture, une façon de travailler le champ de l'âme, d'en extirper les vices, les mauvaises herbes, de la mettre en état de recevoir les semences, de lui confier et d'y semer ce qui, justement, une fois développé, une fois mûri, portera les fruits les plus abondants. La culture, c'est donc ce qui, venu de tout un ensemble de connaissances, de pensées, de réalisations de l'art, se dépose en nous, à travers une langue, comme une semence qui doit germer, qui nous nourrit, comme un trésor qui doit fructifier. On parle des nourritures spirituelles. D'ailleurs, au Moyen-Âge, le mot d'éducation se disait la nourriture. C'est quelque chose d'aussi indispensable que les nourritures matérielles. Les responsables qui dirigent n'en ont pas toujours forcément la conscience. C'est donc quelque chose, puisque c'est les premiers budgets que l'on coupe, comme vous savez, c'est donc quelque chose qui vient de ceux qui nous ont précédés. C'est un héritage propre à une communauté, à une langue, déposée dans une langue que l'on dit maternelle, et également un héritage qui nous vient de tous ceux qui nous entourent, de tout ce qui vient d'autres horizons. Donc quelque chose qui vient de loin et qui vient d'ailleurs, dans le temps comme dans l'espace, et qui se dépose en nous pour nous nourrir et pour nous rendre meilleurs, dans la grande tradition philosophique. Retenons bien ces traits d'un enseignement et d'un legs, d'une antériorité et d'une extériorité, et en même temps d'une intimité propre à chacun, ce que si on appelait l'intimité de l'âme. Donc il y a à la fois une collectivité et une singularité. Quant à dialogue, c'est un mot grec, illustré par les fameux dialogues socratiques. C'est un mot qui suppose bien sûr le logos, c'est-à-dire la parole, qui en grec est aussi la raison, c'est le même mot qui dit la parole et la raison, l'exercice de la raison, qui est le propre de l'homme, d'être un être parlant, ce qui suppose un être de raison. Mais la parole suppose l'autre auquel on s'adresse, avec qui on échange, les propos, les raisonnements, comme les connaissances ou les idées. Donc l'usage de la parole implique quelque chose qui passe à travers ce qui sépare l'un de l'autre. Dia, c'est dans le sens ici de cette préposition. Et si on s'élève à un niveau plus général, en tenant compte de la diversité humaine, on dira qu'il y a une façon qui est propre à chaque civilisation, c'est-à-dire à chaque ensemble d'artefacts qui modifient, qui organisent la nature, des sciences, des arts, des mœurs, des techniques, cette façon propre à chaque civilisation d'avoir cultivé l'âme. Le dialogue est celui donc qui s'échange non seulement entre deux individus, mais entre des cultures. Et ce qui se transmet alors passe à travers les langues, c'est ce que nous disait Barbara Cassin hier, c'est-à-dire à partir des traductions. Le fait de conduire, de passer à travers, traduction c'est quand même le même mot, transversalement, c'est cela qui introduit aussi un décalage, une mise en question par rapport à soi-même. Nous sommes comme interpellés ou interrogés par cette autre langue que nous traduisons et qui au fond va faire la richesse de la réflexion qui va suivre. Dans Le temps retrouvé, à la recherche du temps perdu, Marcel Proust va même faire de la traduction le principe créateur par excellence, dans le rapport que l'on a avec soi-même. Il insiste sur le fait que créer, c'est toujours d'abord recevoir quelque chose d'ailleurs. Et cet ailleurs, chez lui, c'est ce qu'il appelle cette grande nuit impénétrée de notre âme que l'on croit être vide et néant. Je cite ce qu'il dit: « Le seul livre vrai, un grand écrivain n'a pas, dans le sens courant, à l'inventer, puisqu'il existe déjà en chacun de nous, mais à le traduire. Le devoir et la tâche d'un écrivain sont ceux d'un traducteur. »
Admirable définition, comme vous le voyez, qui rejoint notre Cicéron. Il y a quelque chose qui est déjà là, en attente d'être accueilli, reçu, pour être travaillé, pour être porté au jour. Sortir au jour, c'est le mot qui signifie résurrection dans la tradition égyptienne, et donc pour être connu et être transmis. Qu'il s'agisse d'un rapport au passé, la culture, ou qu'il s'agisse d'un rapport à ce qui est pour chacun son propre inconnu intérieur. C'est le cas de la création littéraire, c'est ce à quoi Marcel Proust faisait ici allusion. L'autre est donc toujours déjà là, dans ce qui nous constitue, ce qui permet de résoudre les questions de la soi-disant identité, dans ce qui fait que nous sommes nous-mêmes à un moment donné de l'histoire comme de notre propre vie. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous passer de l'histoire, de la prise en compte de l'histoire. Et c'est un point de vue historique que je vais développer aujourd'hui devant vous pour ce dialogue des cultures, après l'étude philosophique que vous avez eue avec Barbara Cassin. Et ce qu'elle révèle, cette histoire, Denis de Rougemont l'a parfaitement exprimé dans un discours qui a été prononcé à l'université de Bonn en avril 1970, intitulé « La cité européenne ». Je cite, « Il est possible », vous savez que c'est quand même là à l'origine finalement de ce qui va être en même temps, peu à peu, le développement de l'Union européenne. « Il est possible d'unir nos pays parce qu'il existe une unité de base sur laquelle fonder cette union. Il s'agit de l'unité d'une culture de laquelle participent tous les Européens, cultivés ou pas. Mais c'est une unité qui n'est pas homogène, réductrice, excluant ce qui diffère. C'est au contraire une unité qui englobe et compose dans une communauté de plus en plus complexe au cours des siècles des valeurs souvent antinomiques, provenant d'origines multiples, dont les contrastes et les combinaisons entretiennent des tensions renouvelées sans répit, comme des contraires en tension créatrice, dit-il encore ailleurs. C'est-à-dire des contraires qui ne cèdent, une union qui ne cède ni à la confusion, ni à la séparation. Une union qui, loin de supprimer la différence, sauvegarde les propriétés de chacun. Il a réuni après ces articles dans un petit volume intitulé « L'un et le divers », mettant l'accent sur ce qui est pour lui la définition de cette culture commune, l'union dans la diversité, l'unité grâce à l'université, grâce à la diversité, un peu comme dans l'Aufhebung hegelien, on dépasse sans effacer ce qui s'opposait au départ, ou comme le disait Héraclite, auquel fait allusion Denis de Rougemont, ce qui s'oppose coopère. C'est cette sorte de coopération des contraires. Denis de Rougemont brosse alors un survol de notre histoire à partir des trois fameuses sources classiques que Paul Valéry avait distinguées pour ce qui fait la civilisation européenne, Athènes, Rome et Jérusalem, et viennent confluer avec ces trois origines, à l'époque du Haut Moyen-Âge, les sources germaniques et celtiques, et puis l'apport arabe des Xe et XIe siècles, et puis on aura encore l'apport slave du milieu du XIXe, et Rougemont ajoute, et l'art africain, le jazz noir et judéo-américain du XXe siècle. Mais là, je vais reprendre pour un parcours plus approfondi une synthèse qui a été proposée en 2013 par le professeur Louis Godard, qui est conseiller pour la conservation de l'héritage artistique auprès du président de la République italienne. Ça s'appelait Il lungo cammino dell'Europa, le long chemin de l'Europe. Nous devons mesurer la richesse de notre histoire afin d'en préserver et d'en illustrer le meilleur. Si on interroge ce qui définit l'Europe, la géographie est un très faible secours. Bien sûr, De Gaulle a dit ça va de l'Atlantique à l'Oural, mais l'Oural c'est une passoire, comme vous le savez, par rapport à l'Asie. Pour définir l'Europe, il ne faut pas partir de limites extérieures,
de frontières qui sont toutes franchissables. Il faut repartir du cœur, de l'intérieur, de ce que les peuples qui l'ont composé, qui ont participé à une même œuvre civilisatrice, ont construit peu à peu. Et il nous faut en nommer les étapes. Rassurez-vous, je en donnerai quelques-unes. Sinon, on y sera encore demain. Fondées sur des mélanges et sur des échanges. L'Europe, c'est d'abord une notion culturelle. C'est une étendue de territoires en mouvement vers l'Est comme vers l'Ouest, au-delà des océans, qui nierait que les États-Unis sont les enfants de la culture européenne, par exemple. Ce n'est donc pas une réalité géographique, c'est bien plutôt une réalité sociale, avant d'être devenue une réalité politique. Cet ensemble de territoires et de populations diverses, en mouvement, qui ont participé d'une même histoire, qui se sont reconnus ou qui ont forgé peu à peu des valeurs communes, matérielles et spirituelles, ont participé, contribué à une œuvre civilisatrice. Les frontières de l'Europe sont donc, on peut dire tout bonnement, celles de sa civilisation. Bref, ce n'est pas la géographie, c'est l'histoire qui nous permet de définir ce qu'est l'Europe. Et donc il nous faut en dénombrer les strates successives. Alors, vous connaissez tous le mythe de l'enlèvement d'Europe, auquel on se réfère toujours, à cette fille du roi de Phénicie, Agénor, qui va être enlevée sur les rivages phéniciens par le dieu Zeus, le dieu des dieux, le roi des dieux, qui s'est changé en taureau blanc et qui transporte la jeune fille en question sur l'île de Crète. Et de cette union vont naître les trois fameux juges des enfers, Minos, Sarpédon et Rhadamante. De fait, et comme souvent le mythe le fait entendre, avec un soubassement historique, de fait, c'est bien en Crète qu'est apparue la première véritable civilisation occidentale qu'on a appelée la civilisation minoenne. Vers 2800 avant notre ère. Très bien. La migration, il y a toujours des migrations, il n'y a que des migrations, nous sommes tous que des immigrés. La migration a apporté des populations de souche orientale, et donc une civilisation très proche de celle du Proche et du Moyen-Orient. Mais cette civilisation a eu des innovations. Elle a développé les parois fresques des chambres que l'on a dans l'art crétois qui est conservé. Les personnages féminins y sont à l'honneur. L'une des figures crétoises est même appelée pour son élégance la parisienne. Il y a des représentations de paysages, de la nature, des jeux de couleurs gratuits et non pas forcément ici réalistes. C'était une civilisation douce, courtoise, où la femme est tenue en haute estime. C'est un art nouveau, si on le compare à celui de la Mésopotamie, de la côte syro-palestinienne, de l'Anatolie ou de l'Égypte. C'est reconnu comme ayant été la première grande civilisation européenne. Et d'ailleurs qui rend compte du fait qu'au premier millénaire, ce sont des marchands phéniciens qui vont enseigner l'alphabet aux Grecs, comme vous le savez. Ensuite, le pas suivant, c'est les anciens Grecs. Là, rendez-vous compte quand même qu'au cœur du deuxième millénaire, on utilisait déjà une langue semblable à celle que pratique aujourd'hui un des 27 pays de l'Union européenne et qui, quoi qu'il fasse, a droit à notre respect et à notre solidarité. Ceci dit en passant. Les Grecs, abandonnant l'organisation politique et économique monarchique qui était héritée des Minoens, de la civilisation minoenne, se sont organisés en cités, jusqu'à adopter au 5e siècle avant notre ère à Athènes un système qui règne encore de nos jours dans les pays européens et ailleurs dans le monde, qu'on appelle la démocratie. De plus, ces mêmes Grecs, poussés par le désir du commerce, se sont lancés à la découverte de toute la Méditerranée. Ils ont créé des comptoirs de partout et grâce à la monnaie, ils ont organisé des échanges.
Ils ont donné au monde grec la caractéristique d'être la première grande civilisation pan-méditerranéenne. On avait fait d'ailleurs à la Fondation Bonne-Mère une exposition sur les mots et les monnaies de la Grèce ancienne à Byzance. Il faut bien voir que cette Méditerranée, cette mer intérieure, ce qu'on a appelé ce Mare Nostrum, notre mer, n'a jamais cessé au cours de l'histoire de dépasser ses limites géographiques. Longtemps fascinée par la culture transmise par les peuples de l'Orient, cette civilisation méditerranéenne, par l'entremise de Rome, s'est étendue vers les vastes steppes euro-asiatiques, aux confins de la mer Noire, plus au nord vers les peuples des grandes forêts, et bien plus tard à notre ère vers le Nouveau Monde, donnant la civilisation atlantique. Cette mer intérieure s'insère dans le grandiose continent unitaire euro-afro-asiatique, où tout, des biens jusqu'aux idées et aux personnes, depuis les temps les plus reculés, a circulé de façon très précoce. L'histoire est marquée par cette union des trois continents. Mais revenons à la Grèce classique. Deux valeurs nous ont été transmises. Rappelez-vous le cri de révolte de Prométhée enchaîné au Caucase chez Échille. J'ai cherché la vérité, j'ai trouvé la justice et la liberté. La démocratie, c'est d'abord l'histoire de cette liberté, qui a trois aspects. Ça a été une liberté nationale d'indépendance contre l'Empire perse, liberté politique. Puis ça a été une liberté démocratique, qui était fondée sur la liberté de parole, le droit de tout dire, la parésia, avec une égalité du droit de parole, égalité garantie par la loi. C'est donc la liberté d'hommes qui refusent d'obéir à un autre maître que la loi. C'est un pas considérable dans l'histoire humaine. Et enfin, c'était aussi une liberté athénienne, de vivre à sa guise, d'agir et de créer dans sa vie quotidienne comme on l'entend. Il y a une très belle oraison funèbre de Périclès à la fin de la guerre, dans l'ouvrage de Thucydide sur la guerre du Péloponnèse, où il dit que Athènes a été une éducatrice pour toute la Grèce. Ce qu'il donne alors, c'est la charte de la civilisation qui est la nôtre. Vivre libre, non pas esclave. C'est vivre dans un esprit de liberté. C'est se conduire en homme libre, c'est-à-dire responsable. Pour un grec, ça veut dire exercer sa raison, donc être civilisé. Le mot grec pour civiliser, c'est le mot politikos, qui comprend le terme de polis, c'est-à-dire poies, la cité. De même que le mot civilisé comporte le mot kiwitas, kiwis, le citoyen. Donc, l'essence même de la civilisation est liée à cette notion même de la cité elle-même qui nous vient de la tradition antique. Civilisé, c'est cette vie qui est menée dans la cité. Et une vie qui est en même temps de quelqu'un qui va être éduqué. Pépaï de homénos, la païdéia, la fameuse enseignement, païdos, qui veut dire l'enfant que l'on mène à l'école, n'est-ce pas? Le pédagogue, c'est celui qui conduit l'enfant à l'école. Eh bien, le civilisé, c'est ça, c'est quelqu'un qui vit dans une cité et quelqu'un qui est éduqué. Vous n'avez pas de démocratie sans éducation. Vivre en homme sociable, tolérant, respectueux de l'autre dans la vie quotidienne, en homme respectueux des lois dans la vie publique, ayant encore le goût des choses belles, ayant l'audace d'entreprendre, d'agir, de créer, c'est le tableau que Périclès dresse de l'homme libre. Qu'est-ce donc que la démocratie? C'est l'exercice de la liberté, c'est-à-dire être libre de vivre à sa guise, todzen os bouletaiti, c'est-à-dire de vivre comme on l'entend, pour chacun de vivre comme il l'entend. Mais comme il s'agit d'une communauté, son fondement c'est donc l'égalité des droits, l'égalité de tous devant les lois que les hommes se sont donnés par l'exercice de la raison communiquée dans la parole. Et cette isonomia, cette égalité ici devant la loi, est fondée sur une iségoria, c'est-à-dire sur une égalité dans le droit d'exercer la parole, de faire entendre sa parole. Périclès y ajoute encore une chose, il faut relire toujours ces textes, tellement ils sont beaux. Après la Deuxième Guerre médique, après la destruction de l'Acropole en 480, au moment où il la reconstruit, et il s'adresse à ses concitoyens, et il leur dit
puissiez-vous dire de nous, au siècle futur, que nous avons construit la cité encore plus belle et plus heureuse. Personne, avant Périclès, n'avait ainsi interpellé l'avenir. Personne n'avait fait comprendre qu'ainsi, au lendemain des guerres, créer des œuvres de paix propres à édifier les siècles à venir, c'était la seule chose qui pouvait engendrer le bonheur. Et c'est ce que nous dit toujours l'Acropole, même à travers ses ruines, quand nous nous y rendons. Ça, c'est le grand siècle classique, ça, c'est Périclès. Puis il y a Alexandre. Et il y a la fameuse Alexandrie fondée par Ptolémée et par la dynastie des Ptolémées. La conquête d'Alexandre, auquel nous avons consacré justement ce livre et cette exposition sur Alexandrie la divine, la conquête d'Alexandre s'effectue dans tout l'Empire perse en 10 années, jusqu'à l'Inde, de 333 à 323 avant Jésus-Christ. Alexandre, c'est un conquérant qui est nourri d'Homère, que Aristote avait mis au point un texte spécialement pour Alexandre, qu'il emportait avec lui et dormait la tête appuyée justement sur une petite cassette dans laquelle se trouvait le papyrus avec le texte d'Homère. Il était nourri d'Homère, nourri des tragiques grecs, nourri de l'enseignement d'Aristote. Imaginez si nos gouvernants étaient nourris d'Homère, des tragiques grecs et d'Aristote. Enfin, c'est quand même pour vous donner un peu l'image de ce monde-là. L'enseignement d'Aristote qui fondait l'universel de la raison, dont nous parlait encore Barbara hier. Il a voulu que la Grèce devienne l'école du monde hellénisé. C'est ce monde, cette nouvelle réalité qui va être issue des conquêtes d'Alexandre. Et Plutarque, au IIe siècle de notre ère, Plutarque dit ceci dans la vie d'Alexandre. Vous savez, ces vies des hommes illustres que Montaigne ne cessera de lire et de relire et qui a été le fondement pendant longtemps de toute l'éducation humaniste de la jeunesse. Bon, malheureusement, maintenant on ne lit plus les vies parallèles, mais c'est bien dommage. L'histoire était perçue alors, si vous voulez, comme en même temps autant de grands exemples moraux qui étaient à méditer. Ce n'était pas en brigand qu'il avait traversé l'Asie. Quand il s'employait à civiliser l'Asie, on y lisait Homère, et les fils des Perses, des Susiens, des Gédrosiens, la Gédrosie c'est l'actuel Beloutchistan, déclamaient les tragédies d'Euripide et de Sophocle. Mais l'audace d'Alexandre était plus novatrice encore, parce que là vous pourriez dire au fond, là, il répand à la culture grecque, d'accord. Mêlant le costume des Perses et celui des Macédoniens sur lui-même, mariant ces hommes aux étrangères, c'est les fameuses noces de Suse, comme lui avait épousé l'Afghane Roxane ou la Perse Stateira. Son but, nous dit Plutarque, était de faire de l'humanité tout entière, en grec c'est pantas tous anthropos, de tous les hommes, d'en faire un peuple unique. Plutarque dit exemple, il faisait cela pour assurer entre tous les hommes la concorde, la paix, la communauté des intérêts et faire un seul peuple de tous les hommes. C'est là l'émergence d'une idée neuve, celle de l'humanité, tous les hommes, tous les hommes. Une volonté d'universalité qui est ici fondée sur un règne de la raison. Et si on va encore plus loin, ses successeurs, quand l'empire d'Alexandre se démembre, que font les Ptolémées, qui seront la dernière dynastie pharaonique d'Égypte, comme vous le savez? Les Ptolémées vont créer, avec un disciple d'Aristote, Démétrios de Phalère, ils vont créer la bibliothèque d'Alexandrie, sans quoi nous ne serions pas ce que nous sommes. On serait tous des barbares, je n'avais pas vu ça. C'était là la volonté de réunir tous les livres de tous les peuples de la terre dans une bibliothèque qui allait servir au musée, c'est-à-dire le musée, il faut comprendre, c'était un centre de recherche qui rassemblait les meilleurs savants de l'époque dans toutes les branches de la connaissance philosophique, littéraire, scientifique, médicale. Ce sont quand même les Alexandrins qui ont fondé la philologie comme science d'établissement des textes.
Donc, comment liriez-vous le Nouveau Testament ou l'Ancien Testament si vous n'étiez pas passé par les savants d'Alexandrie? Et dans le Contrapion, Flavius Joseph nous rappelle que la volonté des Ptolémées a été à ce moment-là de faire en sorte qu'à travers un prêtre égyptien qui s'appelait Manéthon, on traduise des livres sacerdotaux de l'Égypte ancienne, qu'à travers Mégasthène, on traduise les livres de l'Inde, les philosophes indiens, les gymnosophistes, ceux qui marchaient nus, qui vivaient nus. À travers Béroz, le chaldéen, on traduit le savoir astronomique des Babyloniens et l'histoire des Chaldéens. À travers le grand prêtre Éléazar de Jérusalem, auprès duquel Ptolémée envoie une délégation, on fait traduire la Torah par les Septante, c'est la Bible des Septante. Donc, sans quoi vous n'auriez pas de christianisme d'ailleurs, tout simplement. Donc, ils ont fait traduire les œuvres des grandes civilisations du Proche, du Moyen-Orient et même de plus loin, de l'Égypte, de la Judée, de la Babylonie, de l'Inde. Et ils ont revalorisé ici, en amont de la Grèce de Platon et de Pythagore, dont on nous dit alors qu'ils ont été initiés dans les pays de l'Orient, ils ont revalorisé ce qu'ils ont appelé les sagesses barbares, ce que le grand évêque d'Alexandrie, Clément d'Alexandrie, appellera justement la philosophie barbare, ce qui était une alliance de mots incompréhensible. Comment la philosophie, la raison grecque pouvait-elle être barbare, comme le rappelait Barbara l'autre jour? Barbare, c'était en même temps quelque chose qui était lié à l'impossibilité de parler grec. D'ailleurs, ce qui est quand même, on peut dire, une conséquence de la chose, qu'est-ce que le christianisme, sinon une sagesse barbare? Une sagesse barbare qui a réussi. Bon, le catharisme a failli l'avoir après, le mitra aussi, enfin, ça c'est encore un autre problème, mais ça a été quand même, c'est fait partie, le christianisme, des sagesses barbares. Là, nous touchons déjà, avec la fin des Ptolémées, avec Plutarque, à Rome et à son empire. Plutarque vivait au temps de l'empereur, au IIe siècle, au temps de l'empereur Philhellène, qui aimait la Grèce, Hadrien, qui parlait et qui écrivait grec. Hadrien a élevé justement, comme dit Marguerite Yourcenar, l'héritage de la cité grecque à la hauteur de l'État, d'un État qui serait à l'image du cosmos. C'était ça le grand rêve romain, c'est-à-dire d'un ordre universel. Et Rome, qui a transmis à l'Europe et au monde le message civilisateur du monde classique et méditerranéen, représente à son tour un nouveau développement. Rome a ouvert à la civilisation d'origine méditerranéenne les vastes territoires de l'Europe du Nord, l'Europe des forêts, avec ses simples légionnaires qui s'installent dans ces pays, avec ces humbles marchands, avec ces légionnaires qui ont empoigné la faux et la charrue, qui venaient aussi valétudinaires, comme vous le savez, à Nyon, par exemple, comme les fouilles l'ont montré, avec ces armateurs, dont les bateaux remplis de vin de Campanie ou d'Espagne, d'huile et de garum, vous savez, cette sauce à la base de poissons saumurés et de lait fermenté qui a fait fureur dans toute la cuisine, évidemment, de l'Empire. Et ces bateaux qui ralliaient les terres de la Hollande actuelle jusqu'à la Bretagne, avec ces écoles, avec ces cités nées de la fusion entre émigrants romains et population locale, des cités riches, nouvelles, les noms qui apparaissent, c'est Bonn, Mayence, Cologne, Trèves, Utrecht, Leyde, des cités qui attiraient, venant d'autres parties lointaines de l'Empire, les marchands des tapis syriens, les commerçants d'esclaves phéniciens, les vendeurs de parfums égyptiens. Et qu'est-ce qu'ils ont fait tout cela? Ils ont apporté un panthéon sensuel, fascinant, l'égyptienne Isis, la phrygienne Cybèle, le perse Mitra. Et tout ce souffle religieux venu de l'Orient est passé également vers le nord, à travers les armées. L'Empire a recouvert d'un vaste manteau de paix les territoires assujettis à ce qu'on appelait l'Ourps, c'est-à-dire à Rome. Pline le Jeune évoque
cette immensa Romanae Pacis Majestas, cette immense majesté de la paix romaine, de la fameuse Pax Romana. Auguste avait formé les portes du temple de Janus et proclamé l'empire et la paix. La romanité, si on résume, se diffusa donc dans l'empire grâce à tout un peuple de soldats, de marchands, de personnages plutôt modestes qui se sont installés dans les provinces conquises. Partout vous avez trouvé les mêmes édifices publics, des temples dédiés aux mêmes divinités par assimilation et équivalence entre les panthéons, ce qu'est la supériorité totale du polythéisme par rapport au monothéisme. Les mêmes civilisations matérielles, les mêmes pratiques administratives et une langue généralisée jusqu'aux confins de l'Empire, le latin. Il y a eu deux grandes langues de culture qui ont été le latin et l'arabe, et c'est ce qu'on devrait enseigner conjointement dans toutes les écoles. C'est de là, du latin, que naîtront les langues romanes et qui imprégnera en plus de nombre d'expressions les langues germaniques. Rome a été le cœur battant d'un immense empire pacifié qui s'étendait du promontoire de Tanger jusqu'à Palmyre. Bon, voilà que les territoires orientaux de l'Empire ont fait sécession. Nous sommes au IVe siècle. Rappelez-vous, 330, Constantin, la conversion de Constantin. C'est le moment où, par un édit de tolérance, le christianisme va devenir religion d'État dans l'Empire. Un empire qui est à la fois chrétien et païen, hein, les deux à la fois, comme Paul Venn l'a bien expliqué. Constantin transfère la capitale de l'Empire à Byzance. En 395, à la mort de Théodose, l'Empire est divisé en deux parties. Un empire d'Occident, rappelez-vous donc, en 410, les Goths d'Alaric ont pillé Rome. En 476, l'Empire d'Occident est supprimé, son empereur est déposé et va régner alors le barbare Odoacre en Italie, avant Théodoric, le grand ostrogoth. C'est un empire d'Occident, capitale Milan, puis Ravenne. Et puis un empire d'Orient, capitale Constantinople, et qui au VIe siècle, avec Justinien, va tenter de refaire l'unité de l'empire, mais ça ne sera qu'un bref moment. Cet empire d'Orient, c'est ce qu'on appelle l'empire byzantin. Or, vous me demandez pourquoi je vous raconte tout ça, mais je ne perds pas de fil du tout. Ce que je veux vous démontrer, c'est que cet empire d'Orient, dont Hélène Arweiler a dit que c'était le premier empire européen. Pourquoi ? Parce qu'il réunissait, selon la définition de Valéry, à la fois Athènes, Rome et Jérusalem. L'empire byzantin est le lieu où ont été élaborés les dogmes de la chrétienté par les conciles œcuméniques orientaux. Nicée I en 325, Constantinople I en 381, Éphèse en 431, Chalcédoine en 451, Constantinople II en 553, Constantinople III en 680. Ce sont les conciles. Ah, vous me direz, qu'est-ce que j'ai à faire des conciles ? Surtout que ces conciles, de quoi s'occupaient-ils ? Vous allez voir à quoi ça sert. Ils s'occupaient des luttes trinitaires. Au IVe siècle, on s'occupe des luttes trinitaires. Les luttes trinitaires, ça veut dire le dogme de la Trinité. Un seul Dieu en trois personnes. Ou comme on disait à l'époque savamment, une seule ousia en trois hypostases. C'est la consubstantialité, la divinité de Jésus, qui est alors affirmée. Et au Ve siècle, c'est des luttes christologiques sur l'incarnation de Jésus. Et là, c'est de démontrer qu'il y a une seule personne en deux natures. Il est vrai homme et vrai Dieu. Il est homme parfait et Dieu parfait. Tous ces conciles ont eu lieu sur le territoire de la Rome orientale, de l'Empire romain oriental. Ce qui veut dire que toute l'organisation de la christianisation s'est faite à Byzance jusqu'au 7e siècle. Après quoi ça s'arrête, puisque les populations monophysites, c'est-à-dire qui ne possèdent qu'une seule nature du Christ, viennent sous l'occupation arabe, et donc la question de cette apologétique ne se pose plus. Et vous me direz encore, et alors tout ça ?
Eh bien justement, c'est là que vous trouvez Denis de Rougemont. C'est-à-dire ce qui fait quand même la question européenne sur laquelle la Suisse se penche douloureusement en ce moment. C'était lié étroitement au concile qui se tenait dans l'Empire oriental. Que nous dit Denis de Rougemont? Qu'est-ce qui fait le cœur de sa pensée? Je me réfère ici à une communication à l'Académie des sciences politiques et morales de mars 1969 pour une définition nouvelle du fédéralisme. Il vous dit que le débat sur la Trinité, c'est à ses yeux la promotion dans notre ère de civilisation de la notion de personne. Et que cette notion est cruciale dans la pensée dite du personnalisme. Elle est cruciale dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui a été promulguée en 2010, que José Manuel Barroso est venu apporter lui-même à la Fondation Martin Bodmer dans une édition originale, dont le chapitre 1 dit la dignité, alors que la Déclaration des droits de l'homme commence au chapitre 1 par la liberté. Ce qui veut dire que dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ce qui passe en premier, c'est la dignité de la personne. Et ça remonte à l'époque des conciles de l'Empire oriental. Vous devez bien comprendre ce point. La personne humaine comme individu distinct et individu citoyen engagé dans la société. La personne humaine comme solitaire et solidaire, selon le mot de Victor Hugo que reprendra Camus. C'est une notion fondamentale. Alors, dans la théologie, ça se disait une substance raisonnable et incommunicable, c'est-à-dire qui ne se transmet pas, ce qui veut dire que c'est une singularité. Donc, c'est un être libre et responsable, autonome et solidaire. Quant au débat sur les deux natures du Christ, pour Denis de Rougemont, c'est une acquisition capitale qui va fonder ce qu'il appelle cette conception de l'agapé, de l'amour agapé, par opposition à Eros, qu'il va développer dans son fameux livre L'amour et l'Occident, c'est-à-dire l'union sans fusion, ni sans séparation, ni sans subordination. Deux natures se sont rencontrées dans une union inséparable, sans confusion ni changement. Ce que Denis de Rougemont fait apparaître, c'est qu'à ce moment-là, dans la pensée humaine, il y a un ébranlement qui change complètement la façon. Évidemment, il s'agit de la nature divine, mais ce n'est pas grave. Ça a des conséquences colossales sur la façon de penser et d'être entre les hommes. Cette conception est pour lui le cœur même de ce qu'il appelle la doctrine fédéraliste qui, à ses yeux, était l'avenir. 50 ans de paix en Europe, c'est déjà pas mal, après 2 siècles de guerre complètement idiote entre les États-nations. C'était la doctrine de l'union qui, loin de supprimer la différence des natures, sauvegarde leur propriété. C'était ça le sens, évidemment, des deux natures du Christ. Et en 1962, Pierre Duclos écrivait, auteur sur le fédéralisme, « Le fédéralisme est présence au pouvoir global des éléments particuliers demeurant distincts et reconnaissables dont se compose la fédération. Il est une symbiose sans confusion ni disparition des spécificités. » La Suisse en a un exemple. Après l'Empire byzantin, il y a eu, je dirais, encore un pas considérable qui a été accompli au 8e et 9e siècle par l'Empire de Charlemagne. Et ça, c'est la thèse qu'a développé à l'époque 2 grands historiens du Moyen-Âge et du XVIe, Lucien Febvre et Marc Bloch. L'Europe, telle que nous en avons hérité, qui n'est pas née encore, est née, commence au moment de la chute de l'Empire des Césars, c'est-à-dire au moment où l'Empire grec fait sécession, au moment où l'Afrique s'écroule sous les coups de l'islam. Rappelez-vous, 634, chute de la Syrie, 640, chute de l'Égypte, 643, chute de l'Afrique, 711, chute de l'Espagne. Bon, puis évidemment, la fameuse soi-disant bataille de Poitiers en 732. L'Occident, à la fin du 5e siècle, est donc entièrement entre les mains des Germains. Vous avez les Francs au nord.
Je dis souvent pour m'amuser que la France, les Français, ne sont ici qu'à une excroissance de la Belgique, puisque ce sont les Francaliens venus de Belgique qui sont venus en Picardie, c'est Clovis qui s'allie avec l'Église et qui va faire le royaume franc. Donc la France, c'est les Belges. Je suis désolé, c'est un fait historique certain. Les vrais Gaulois, eux, c'est malheureux, c'est les Bretons, ils ont été repoussés, comme vous le savez. Donc les Francs sont au nord. C'est passionnant l'histoire. Les Alamans sont à l'est et en Rhénanie. Les Burgondes, c'est le Léman, c'est la Saône et c'est le Rhône. Les Visigoths, c'est l'Espagne. Odoacre, lui, se trouve en Italie. Donc l'élément nordique est à ce moment-là devenu essentiel et il remplace le vieux centralisme méditerranéen autour de la mer méditerranéenne. Le latin laisse la place aux langues romanes et aux langues germaniques. Prenons un exemple qui est donné par Lucien Febvre. Si vous prenez la ville de Lyon, au IVe siècle, l'homme du IVe siècle est un homme qui voyage. Le voyageur venu de Lyon se sent chez lui, parfaitement chez lui, à Rome, à Cadix, à Carthage. Et s'il appartient à l'aristocratie sénatoriale, il a aussi des terres en Grèce ou en Asie mineure. Il n'est nullement un étranger à Antioche ou à Alexandrie. Par contre, s'il va au-delà du Rhin, ça, c'est le monde barbare. Prenez le même homme à Lyon au IXe siècle. Là, il n'est plus chez lui à Carthage. Carthage est aux mains des Arabes. Il n'est plus chez lui à Cadix, c'est le califat de Cordoue. Athènes, Constantinople, Nicée, c'est bien beau, mais c'est le monde grec. Alexandrie, c'est encore les Arabes. Par contre, Münster, Osnabrück en Basse-Saxe, Brême, Magdebourg sur l'Elbe, ça, il y a son aise. Il y rencontre des doctes qui peuvent parler latin et on prie Dieu, là aussi, en latin, quand on va à la messe. Donc, vous avez une civilisation nouvelle qui est en germe, selon les endroits, qui s'appellera gallo-romaine, ibérico-romaine, britannico-romaine ou germano-romaine. Une civilisation nouvelle qui naît de la fusion lente entre des éléments méditerranéens et des éléments nordiques qui avaient leurs lois propres, leur propre conception de la famille, du mariage, de l'honneur, etc. Cette synthèse entre les deux mondes a été rendue possible grâce à celui qui fut appelé alors, en 799, par un poète anonyme, le père de l'Europe. C'est là où le mot apparaît, à savoir Charlemagne. Il conquiert, il tente une reconquête en partie de la péninsule ibérique, c'est le début de la Reconquista sous les Pyrénées, c'est la fameuse histoire de la chanson de Roland, jusqu'à la Saxe et à la Bavière, ces campagnes contre les Saxons. Et ce qui se produit alors, c'est une identité entre l'Europe des Francs, dont Charlemagne était le souverain, et le christianisme. Et il y a un lien qui s'établit à ce moment-là avec la papauté. Une expression très intéressante, quand ils se rencontrent entre Léon III et Charlemagne, se rencontrèrent le roi père d'Europe et Léon, pasteur suprême de la terre. Il y a une différence. L'Église gardait toujours sa vision universaliste de toute la terre. Charlemagne n'était que l'empereur, une section du monde s'appelant l'Europe. Cette Europe de Charlemagne n'était évidemment pas l'Europe des géographes. Cette Europe de Charlemagne, c'est l'Europe chrétienne et franque. Donc on est à ce moment-là sous un empire qui a trois caractères, d'être chrétien, d'être romain et d'être franc. Seulement, là aussi, avec Alexandre, l'empire se disloque. Et cette dislocation de l'empire carolingien a contribué précisément à renforcer la seule institution qui est alors capable de maintenir une unité, on peut dire idéologique, ou une direction de vie sur l'ensemble historique de ces pays et de ces populations, à savoir l'Église de Rome, qui va s'appuyer sur des grands mouvements réformateurs religieux, les ordres de Cluny et les ordres de Cîteaux. Surtout qu'à partir de 1054, vous avez le schisme avec l'Église d'Orient, l'Église orthodoxe. D'où cette grande d'où on ne parlait pas d'Europe.
Quand on définit l'Europe au Moyen-Âge, le mot que l'on emploie pour cette grande entité occidentale, c'est le mot de chrétienté. Pendant tout le Moyen-Âge, c'est de la chrétienté que l'on parle. C'est le mot qui l'a défini. Seulement attention, par les Normands, par les Avars qui passaient par la Hongrie, par les Ukrainiens et les Russes, les inventions asiatiques ont gagné l'Europe au cours des siècles. D'où croyez-vous que vient l'attelage des chevaux, la selle, l'étrier, les fers à cheval, la charrue avec les roues, la fauconnerie qui a passionné les cours occidentales, la boussole, le papier à partir du coton, et puis plus tard encore l'imprimerie et la poudre à canon, le canon lui-même venant de Chine, et tout ce que les sciences fondamentales doivent à l'Asie en mathématiques, cosmographie, astronomie, géographie, chimie, pharmacologie, médecine, ça vient d'Asie. Et d'autre part, la brillante civilisation de Cordoue, au Xe siècle, la civilisation arabo-andalouse, c'est aussi une perméabilité entre le monde musulman et la chrétienté. La musique et la poésie dont nous y avions un témoignage hier soir, cette musique et cette poésie ont, on peut dire, traversé et nourri la civilisation provençale, celle des troubadours, celle qui donnera la courtoisie. Quand même, ce qu'on doit au Moyen-Âge, c'est la courtoisie, mais d'où vient-elle? C'était aussi de ces contacts qu'ils avaient avec une civilisation bien plus évoluée que la leur à ce moment-là. La pensée d'Al-Farabi et d'Avicenne va influencer Abélard et Albert le Grand, donc la scolastique. La pensée d'Averroès et de Maïmonide, le juif, vont influencer saint Thomas. La médecine est arabe à Salerne. La géographie, c'est Al-Idrissi à Palerme. Tant il est vrai qu'une civilisation ne cesse de se nourrir de ses échanges avec les autres, sur un plan culturel, sur un plan commercial. C'est une mémoire complexe, diversifiée, qui fait ce que nous appelons, nous pauvrement, notre identité. Le même n'est fait que d'une multitude d'autres qui se sont compris, rassemblés, combattus au fur et à mesure des temps. L'Europe n'est pas encore née. Si je voulais, mais je vais m'arrêter là, si je voulais aller jusqu'au bout, il faudrait que je vous parle encore de l'Europe des marchands et des villes italiennes, du mouvement communal qui nous conduit jusqu'à la renaissance du Quattrocento italien. Il faudrait encore parler de la découverte du Nouveau Monde qui change complètement la perception des choses, la découverte de l'imprimerie qui diffuse autrement les idées, la révolution de Galilée qui change complètement notre perception même de l'univers, et le décentrement qui s'ensuit. Il faudrait encore parler de l'Europe baroque, de cette affirmation par ces grands théologiens. Alors là encore, et pourtant c'est la période de la contre-réforme. Vous allez me dire, rien de pire que ça. Eh bien oui, c'est cette période de la contre-réforme où pourtant les théologiens de Salamanque, Vitoria et Suarez, vont être les théologiens du droit naturel pour la défense des Indiens d'Amérique, contre les conquistadors. Et c'est le fondement du droit international. C'est donc là, au XVIe, XVIIe siècle, ces théologiens espagnols de Salamanque qui vont être au départ de tout ce qui constituera le droit international dont nous nous réclamons encore. Et il faudra encore parler de l'Europe des philosophes au XVIIIe, c'est-à-dire de l'Europe des Lumières. Vous voyez donc là la complexité de ce qui a créé cette culture, et vous voyez aussi comme quoi nous ne devons rien rejeter. C'est-à-dire qu'il y a eu à chaque fois, même dans les brûlures de l'histoire, même dans les moments de conquête qui sont les plus regrettables parfois, dans les exactions qui les accompagnent, il y a eu l'occasion d'échanges, d'interpénétration. Il y a eu l'occasion ici de créer des changements profonds, des bouleversements de mentalité dont nous sommes les héritiers. C'est ça une civilisation. Alors, c'était ce à quoi je voulais vous conduire aujourd'hui. Merci. Je vous remercie, professeur, c'était une leçon magistrale. J'ai un seul regret, ne pas avoir été votre élève. Si vous avez des questions... Nous allons revenir souvent à Château-Bercier, voilà. Quelqu'un a-t-il une question à poser? Oui, Marie-Laure. Oui. Merci pour effectivement cette magnifique fresque, mais dont je trouve qu'elle est quand même un peu trop
orienté vers toute la civilisation comme source de civilisation grecque, parce que quand même, il me semble que les premières cités furent celles de Marie, que l'écriture fut inventée au Moyen-Orient, que les monothéismes viennent du Moyen-Orient, et vous avez fait la part un peu maigre à toute cette culture mésopotamienne. Oui, non, je l'ai évoqué à travers, vous avez raison, mais si vous voulez, parce que là je fais un parcours général, en fait, cette question a été plutôt développée dans Alexandrie, c'est-à-dire là c'était vraiment à partir de ce noyau d'Alexandrie que venaient confluer ou se recueiller tous les savoirs venant de l'Orient. Oui, oui, mais bien sûr, à ce moment-là je pars aussi, je ne veux pas remonter trop loin, je veux essayer de marquer ce qui... Non, il s'agit, si vous voulez, d'accentuer, de montrer ce qui maintenant fait sens pour nous. Ce n'est pas seulement un travail archéologique. C'est quelles sont les valeurs, à un moment donné, quand on crée le musée d'Alexandrie et quand on crée le musée comme centre de recherche, ça change complètement notre rapport au savoir. Quand Alexandre parle de tous les hommes, ça change complètement le rapport à ce que nous considérons comme l'humanité. On est quand même là au IVe siècle avant Jésus-Christ. C'est comme pour les conciles, si vous voulez, ce qui est souvent négligé. Alors évidemment, on peut y voir des querelles byzantines, comme on dit justement, de théologiens. Et en fait, ce que Rougemont disait, ce qu'il montrait, c'est que c'est là, au fond, que s'est développée toute une théorie de la personne humaine, toute une conception du fédéralisme, qui nourrit maintenant notre présent, qui est une valeur justement importante. Quand je fais allusion bien sûr à Périclès, ben oui, parce que ça, évidemment, parce que le grec est totalement menacé, parce qu'on ne fait plus ni de grec et bientôt plus de latin. On le voit dans les programmes qui s'annoncent maintenant en France. Donc il y a quand même là, c'est un cri d'alarme, si vous voulez. Si nous sommes privés de notre mémoire, où irons-nous ? C'est un moment, et c'est pas du tout Internet qui met en péril quoi que ce soit. On n'a jamais publié. Je trouve bien plus de livres maintenant à portée de main que quand j'étais étudiant. Si vous voulez, en collection de poche, je trouve tout maintenant. Alors qu'avant c'était même pas le cas. Donc là, il n'y a pas de concurrence ici avec Internet de ce point de vue. Donc c'est pas là le drame. C'est qu'il faut qu'il y ait aussi au niveau politique la prise de conscience réelle de cette exigence de l'histoire et de la mémoire. Si nous perdons ça, nous perdons l'humanisme, c'est-à-dire que nous acheminons vers la... comme on le disait aussi, le cas de Daesh, c'est une insulte insupportable à l'islam. C'est ça, le fond de l'affaire. C'est ça. Ben oui. C'est pour ça que je faisais allusion aux troubadours, parce qu'évidemment, les troubadours, alors, Dieu sait si on a célébré, les troubadours, c'est ce qui vous conduit après à Languedoc, à la Langue-de-Scie, ça vous conduit jusqu'à Dante, et vous vous dites évidemment, et d'où ça sortait les troubadours, voilà, c'était l'Aquitaine, c'était donc la proximité avec précisément l'Espagne, ici, arabo-andalouse, et les échanges qui ont eu lieu. Oui. Pour revenir rebondir sur la question qui a été posée. L'Europe, elle n'a pas de frontières. C'est ça. Tu l'as dit. C'est assez magnifique. C'est-à-dire qu'elle inclut d'une certaine manière le Proche-Orient. Tout à fait. Et la mémoire dont on parle ici, elle évolue. Oui. C'est-à-dire que les hiéroglyphes, on les lit depuis Champollion, les cunéiformes, on les lit plus tard. C'est ça. Et là, c'est notre mémoire qui se transforme. C'est-à-dire que quand on lit dans l'épopée de Gilgamesh la fameuse tablette du déluge, on comprend que la Bible est liée à d'autres choses. Donc, notre conception de la culture évolue. Et j'ai l'impression, alors maintenant peut-être que je force un peu les choses, c'est qu'elle évolue beaucoup. Et que maintenant, on est dans une histoire vraiment connectée où la Chine, le Japon, les Amérindiens, tout ça, ça compte. Donc l'Europe là-dedans, c'est une construction. C'est une construction, c'est un ensemble de valeurs. Il y a un ensemble de valeurs qui maintiennent justement sur la question de la liberté, sur un certain nombre sur la question de la personne humaine, sur la question de l'union dans la différence, un certain nombre de points qui sont cruciaux à préserver pour l'avenir. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire alors que l'Europe c'est un peu comme la Suisse, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui a une existence
qui tombe du ciel. C'est ça. Hein, mais c'est quelque chose qu'on veut. Oui. C'est un projet, c'est une construction. C'est au fond la thèse à laquelle arrivent maintenant les historiens. Là, je n'ai rien dit d'original, je reprends des choses qui sont extrêmement connues, mais c'est cette thèse suivant laquelle il y a eu comme ça une sorte de construction peu à peu voulue avec les populations qui étaient là, qui trouvent un moyen de faire sens ensemble. Et c'est ça qui est très beau. Alors que la définition géographique n'ont absolument aucun intérêt. Elles sont faites pour être traversées. Et d'ailleurs, on voit maintenant, enfin, comment c'est présenté, oui. Avec juste une seule réserve, c'est celle de l'universalisme impérial. Alors, je suis bien d'accord avec vous que là, la question de l'universel, on en a parlé encore hier, c'est un danger, évidemment. Parce que c'est pour ça que Barbara nous parlait d'un universel latéral. Alors, des universels latéraux, ça, j'étais admiratif, je cherche à voir encore ce que c'est que des universels latéraux. Mais parce que oui, et Jean-Claude Milner à Paris disait, il y a une époque, maintenant, l'universel a volé en éclats, par exemple. C'est ça un peu l'idée. Mais là encore, moi je fais toujours un peu une distinction entre le moment où une notion apparaît et ce qu'elle implique, si vous voulez. C'est-à-dire que dans l'écuménie, dans l'universel, même bien sûr Alexandre c'est un conquérant. Alors évidemment, l'universel d'Alexandre, c'est mettre tous les hommes sous la loi grecque. C'est pas tout à fait vrai, c'est pas uniquement ça. Et le résultat d'Alexandre, ce n'est pas ça. Mais c'est néanmoins l'apparition d'une solidarité entre tous les hommes. Qu'Alexandre s'habille en Perse, je suis désolé, ça a fait tiquer les Macédoniens, ça a entraîné la révolte des Macédoniens, il a failli être assassiné pour ça, donc c'est quand même, c'était assez extraordinaire. Alors évidemment, on peut dire, avec de la psychologie un peu facile, que ça y est, le conquérant absolu, le pouvoir absolu rend fou, il ne se rend plus compte de ce qu'il fait, il se fait honorer comme Dieu, etc. C'est la proskinèse, le fait de se prosterner devant lui, alors les Grecs ne veulent pas se prosterner devant un roi, etc. Bon, d'accord, mais il y a quand même autre chose. En tout cas, il y a quelqu'un à l'époque d'Adrien qui est Plutarque et qui lit, c'est pas moi qui invente cette interprétation, c'est celle de Plutarque, qui a ensuite fondé qui était le socle de toute l'éducation humaniste. Des vies parallèles que je vous conseille de lire régulièrement, je sais pas, comme livre de chevet, comme Montaigne. Oui. Oui, vous avez parlé de certains courants qui traversaient l'Europe, Mitra pour commencer, oui. Ensuite les Bogomiles cathares. Alors oui, le catharisme. Et maintenant l'arianisme. Oui, alors le catharisme, ça c'est une très grande tragédie. C'est une très grande tragédie, c'est vraiment une religion à part entière, c'est pas une hérésie chrétienne, c'est une véritable religion qui est passée par les Bulgares, par les Bogomiles. D'ailleurs, comme vous savez que c'est là l'origine de l'injure bougre. Un bougre, c'est un bulgare, c'est un bougre d'hérétique, n'est-ce pas? Alors comme évidemment les hérétiques étaient forcément sodomites, on mettait tout dans le paquet à ce moment-là, n'est-ce pas, pour en faire l'horreur par excellence. Donc, et là, je veux dire, Saint Louis est certainement une figure parfois admirable. Il était beau comme Lancelot, il était le premier à sauter de la nef à son cheval pour ici aller affronter l'adversaire, enfin vraiment extraordinaire. Saint Louis a quand même commandité un massacre épouvantable qui a été l'écrasement de toute la France du Sud, d'ailleurs, à ce moment-là. D'ailleurs, il se traduit encore politiquement, puisque la France du Sud-Ouest ne vote pas comme d'autres régions de la France. On a vu la greffe, par exemple, socialiste se trouvait à ce moment-là, et anticléricale se trouvait dans ces régions de la France, des siècles après. Donc c'est vrai que là, on a des traditions, et l'histoire est faite également de drames terribles, hein, je ne nie pas. Alors ça, c'est un peu le propre des historiens, d'essayer de retrouver, c'est vrai que les parfaits, ça a été un moment extraordinaire. Mais pour l'Église, c'était un danger absolu. L'Église, si le catharisme passait, c'était la fin de l'Église. Donc évidemment, dans des batailles comme ça, c'est sans merci. Mais ma question, c'était la suite, l'arianisme. Alors l'arianisme, c'est encore un autre problème, oui. Mais pourquoi vous voulez quel est l'arrière-plan de votre question? Non, je n'ai pas parlé. Non, parce que là, ça fait partie aussi. Alors, il y a Saint-Augustin, il y a toutes les querelles qui ont été menées, évidemment, par rapport à ça. C'est vrai qu'il y avait
l'empereur arien, c'était un danger possible, donc il fallait, la conversion chrétienne était fondamentale, il fallait combattre à tout prix l'arianisme. En fait, si vous voulez, les querelles théologiques ont été des querelles qui nous paraissent pour nous, je veux dire, incompréhensibles ou dérisoires, mais qui ont eu des enjeux considérables au niveau des pouvoirs, des modes de vie, des directions de conscience, etc. C'était fondamental, ceci. Alors, bien sûr. Mais ça, Borgeaud pourrait parler encore mieux que moi de cette période, de l'arianisme, non, non, oui, ça, puis on est savants, puis on est modeste, évidemment, c'est ça. J'ai une question. Oui. La force finalement de l'évolution des sciences et des apports donc, qui nourrissaient la culture en Europe, c'était justement ce que j'ai senti aussi à certains moments. Vous avez dit que la médecine, oui. Il y a eu l'islam, et puis il y avait d'autres choses d'Asie, etc. Mais à l'époque, donc il y avait l'Empire, peut-être à un moment byzantin, puis après l'islam, etc. Il y avait des blocs autosuffisants qui se nourrissaient et qui avaient compris que la bonne intelligence était de se nourrir mutuellement. Oui. Aujourd'hui, si je peux me permettre, qu'est-ce que vous avez proposé que, par exemple, vous avez dit que c'était un danger que le latin ne soit plus étudié, enseigné, parce que c'est la perte de la mémoire. Mais au-delà de ça, il y a une problématique aujourd'hui, c'est que par exemple, le bloc européen n'est plus un bloc autosuffisant, ne serait-ce que financièrement. Les musulmans, pareil. Tout le monde dépend d'une espèce de bulle, oui. Qui est le mondialisme. Donc il n'y a plus cette nourriture de l'âme et de la culture comme avant. Aujourd'hui, il y a un problème de subsistance. Comment vous verriez, si je peux me permettre, cette question, peut-être prendrait des semaines. Vous avez dû y réfléchir. Comment pouvoir encore traiter ces questions-là comme des priorités alors que malheureusement aujourd'hui il y a des... Mais, si vous voulez, vous avez un exemple très rapidement. C'est vrai, alors toute l'histoire est faite au fond par cette sorte d'englobement d'unités de toujours plus en plus vastes. Hein. Donc en fait, on est sur le monde méditerranéen qui commence à englober toutes les bordures et tout ce qui vient de plus loin, les 3 continents en question. On voit ensuite après passer vers l'Europe du Nord. On voit ensuite, on disait souvent qu'à un moment donné, l'Europe, ça a été une façon la caution de l'Europe, maintenant, enfin, l'Europe politique, a été une façon de surmonter les cassures de l'histoire, réconcilier les Francs, les Français et les Allemands, réconcilier les Germains et les Slaves. Hein. On aurait pu aussi réconcilier les Grecs et les Turcs si on avait continué dans ce principe-là. Donc vous avez une sorte de prise de conscience progressive, plus l'unité devient importante, qu'il y a aussi un autre ensemble qui fait partie de notre histoire. C'est vrai aussi que l'Empire ottoman fait partie, bon, si on parlait de l'histoire encore en 1450, ça fait partie de l'histoire de l'Europe, entre 1450 et 1600 jusqu'à les Pentes. Donc c'est quand même extrêmement important. Mais donc nous sommes arrivés à une période maintenant où, bien sûr, la Chine était connue, Marco Polo était allé, les routes de la soie existaient, donc il y avait quand même aussi des échanges depuis longtemps avec la Chine et l'Empire mongol, mais on est arrivé à une époque maintenant qu'on appelle celle de la mondialisation. Et c'est une époque où il y a donc une interdépendance très complexe, avec en même temps, évidemment, là encore, des réalités économiques qui sont assez féroces, comme on le voit à travers les multinationales, etc. Ce n'est pas uniquement les États constitués qui font le jeu. Hein. Il y a des empires, si je puis dire, transversaux qui sont là et qui règlent les choses. Mais un peu comme à l'époque, si vous voulez, les marchands italiens, quels que soient les pays, étaient en train de faire tout un jeu qui changeait totalement l'histoire. Alors, dans un cas comme celui-là, si vous voulez, il y a des questions, par exemple, on nous dit, il y a une réflexion qui est actuellement menée sur ce qu'on appelle la démocratie transnationale. C'est-à-dire comment envisager un ordre mondial où il y ait précisément, entre des ensembles qui se constituent, Union européenne, Mercosur, etc., comment peut-il y avoir à l'intérieur de ces ensembles une démocratie entre les pays ? Et qui fait que c'est pas parce que vous êtes le Luxembourg, petit pays, que vous n'allez pas pouvoir devenir, à un moment donné, tenir la présidence de l'Europe. C'est-à-dire comment maintenir cette possibilité d'un équilibre où le plus petit continue à exister, même dans un ensemble.
Alors cette démocratie, cette réflexion sur la démocratie transnationale, et non plus simplement, on ne raisonne plus en termes nationaux. C'est d'ailleurs un des gros problèmes de mon pays, enfin de la France actuellement, c'est ça. C'est-à-dire qu'il raisonne toujours de façon nationale. Il n'arrive pas à sortir de ça. Il faudrait qu'il vienne en Suisse, comme j'ai fait. Alors évidemment, j'ai pu changer un peu de point de vue avec le temps de ce point de vue-là. Vous pensez vraiment que l'avenir, la réponse pour l'avenir est celle-ci? Non, c'est une des réponses. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on prend le meilleur des valeurs qui ont été expérimentées dans le cours de l'histoire par certains pays. La Suisse est arrivée à maintenir un équilibre, ils sont arrivés à avoir un équilibre, après pourtant le Sonderbourg, après la guerre qui avait au XIXe siècle vraiment affronté catholiques et protestants, ils sont arrivés à maintenir un équilibre. Et je veux dire, ça c'est aussi l'Europe, ça fait maintenant 60 ans que l'Europe fait que Allemands et Français se tapent plus dessus. Alors Napoléon avait commencé, la guerre de 70 avait continué, la guerre de 14 a fêté la vengeance de 70, là c'est la Lorraine, comme vous savez. Comme on oublie l'Allemagne en 14, en avant ça fait le chemin d'Hitler, et après ça vous avez la guerre de 1945. Donc c'est une chaîne continue d'aberrations qui ont été. Alors ça, cette explosion des États-nations a été certainement un facteur, le nationalisme a été un des plus grands dangers de cette histoire. Le nationalisme, l'intégrisme, le littéralisme, tout ça, c'est des dangers actuels qu'il nous faut combattre par tous les moyens. Alors celui de la culture compte, évidemment, le meilleur des expériences spirituelles et des religions, ça compte également, sans s'aveugler sur ce qui ont été parfois des erreurs, c'est pas grave. Il faut voir de façon positive ce que les hommes ont été capables de faire à un moment donné. Et ils ont fait de belles choses. Et on a là quand même des textes qui nous le disent. Oui, on parle beaucoup de conquérants, mais en fait, c'est des guides de civilisation. Oui. Ça devient plus positif. J'entends pas très bien. Je trouve que c'est une manière plus positive et plus réelle de parler de guide de civilisation quand on parle d'Alexandre, par exemple, plutôt que de conquérant, de tuerie. Oui, sauf que le mot guide, le guide en allemand, quand ça fait fureur, c'est un peu embêtant. Je sais, mais ça m'est égal, hein. La Oui. langue, Oui. Justement, mais c'est pour ça. Oui, c'est bon, je sais bien. Oui. Non, mais c'est que, si vous voulez, le problème, ce qu'au fond nous indique, au fond, la Grèce, dans l'autonomie, c'est que, je ne vais pas tomber dans l'anarchie, ni Dieu ni maître, mais ça veut dire c'est toujours dangereux de se référer à des guides. Alors pourquoi vous parlez d'Alexandre? Pourquoi vous parlez d'Héraclès? Parce que je parle d'une expérience historique qui a été en même temps quelque chose qui a apporté, mais je ne vais pas valoriser forcément la notion de guide. D'ailleurs, vous voyez bien en Suisse maintenant, c'est pas la notion de guide qui l'emporte. Qu'est-ce que ça veut dire, guide? Oui, nous sommes d'accord. Non, tout à fait, oui, bien sûr. Oui, c'est sans doute un peu une réaction épidermique sur un mot. mais oui, non, je comprends ce que vous voulez dire. C'est donner une direction. Mais le problème de la gestion en Europe, c'est qu'il n'y a pas, si je peux me permettre, l'équivalent d'un Périclès dans tous les pays, pour que chaque 5 ans, ou chaque je ne sais pas combien d'années, il puisse y avoir peut-être une guidance qui soit au niveau. C'est-à-dire qu'il y a une incarnation. Il y a un moment donné, c'est vrai, il y a des individus qui sont capables, effectivement, d'incarner un air du temps, une sensibilité, et qui en font quelque chose, c'est vrai. Vous en voyez aujourd'hui Non, des penseurs, des savants, des sages, je sais pas. Je sais pas, qui suis-je pour juger Non, non, je sais pas, honnêtement, je ne peux pas vous dire. On n'a pas de figure qui s'impose. On n'a pas le couple, par exemple, Adenauer-De Gaulle, si vous voulez. On n'a pas Jean Monnet, comme ça a été le cas à un moment donné, ou même Robert Delors, pour la construction européenne. Donc c'est des figures qui ont compté dans cette histoire. Et qui reste exceptionnel, parce que les DPLPH, ça n'a pas eu... Et qui reste exceptionnel, bien sûr. On en parle encore, oui. Il en a eu beaucoup. Mais remarquez aussi que c'est souvent lié, enfin, c'est aussi toujours lié à ce qui reste d'un écrit, d'un discours, d'une parole. Hein. Ça passe par ça aussi.
C'est pas seulement l'individu, c'est ce qu'il a écrit. Entre ce qu'a fait Napoléon et ce qu'il a écrit à Sainte-Hélène, il y a une différence colossale, par exemple. Aujourd'hui, c'est plus l'écrit, c'est l'image, malheureusement. Alors ça, c'est un autre problème. C'est encore un autre problème, bien sûr, bien sûr. Oui, on est devant une mutation très importante dans la civilisation, c'est vrai. J'entendais un jour Guy Sormand en train d'expliquer que nous allons avoir un changement considérable maintenant, puisque de toute façon, il y a des inventions techniques qui font que désormais, toute la médecine, vous allez la voir à votre poignet, avec des montres qui sont synchronisées sur vous à ce moment-là. Donc vous allez économiser, on peut dire, tout ce qui fait un temps préalable avec les médecins, etc. Donc ça fera des économies, ça change tout. Et puis l'imprimante 3D, si l'imprimante 3D, on va pouvoir construire à ce moment-là toutes les choses sur place. Fini le recours à la main-d'œuvre pauvre et bon marché à l'extérieur. On relocalise, puisqu'on peut construire sur place, et ça change toute l'économie, etc., etc. Donc c'est vrai qu'on n'a pas mesuré encore toutes les conséquences de la numérisation. Mais c'est justement par rapport à ça que la question, si vous voulez, de la mémoire culturelle est importante. Parce qu'il y a comment dirais-je, la critique que l'on adresse à l'égard de la numérisation, c'est que tout est aplati, tout est homogénéisé sur une même surface virtuelle. Vous n'avez pas cette possibilité de hiérarchiser, d'étager, etc. que nous avons. Alors, nous, on se sert très bien de ça. Il n'y a aucun problème. Un gamin de 10-12 ans, c'est moins évident. C'est pour ça que la question de l'éducation et de l'école est une question cruciale maintenant. Il ne faut pas lâcher dans ce domaine-là. C'est pour ça que je rappelais que l'homme civilisé chez Alexandre ou chez Périclès, c'est le Pépaidoménos, celui qui a été instruit, celui qui est passé par la païdéia grecque. C'est-à-dire l'enseignement des sophistes, l'enseignement politique, l'exercice de la raison, de la parole, de l'expression, etc. Si vous ne permettez pas à des enfants d'acquérir la maîtrise de l'expression orale et écrite, vous leur créez des handicaps. Ou alors vous en ferez des soumis de je ne sais quelle aberration qui passera sur un jeu vidéo. Quand vous prenez les affrontements entre les empires, les wargames, je ne sais pas quoi, là, à ce moment-là, les heroes, c'est des empires entiers qui se combattent, mais c'est des empires entiers qui se combattent, on peut dire, indépendamment des strates historiques. Hein. Vous avez les Aztèques qui vont brusquement combattre un peuple chinois à tel endroit, etc. Donc c'est vrai qu'il y a un aplatissement total de la dimension chronologique. L'histoire est au cœur, l'histoire est vraiment une question fondamentale. Oui, je vais peut-être apporter une note d'espoir, rétroactive. J'étais vraiment très ravi en visitant le musée de la Villa Iulia à Rome, de découvrir qu'il y a un accord entre Carthage et les Étrusques. Oui. C'est un accord de coopération écrit sur une feuille d'or. Et je voudrais savoir, je ne suis pas juriste, je ne suis pas historien, je m'intéresse à l'histoire, parce que je pense que si on ne connaît pas l'histoire suffisamment, l'histoire, on ne peut pas comprendre. Et le problème de nos jours, c'est que malheureusement, nous sommes dirigés par des gens qui n'ont pas une vision de l'histoire, ils n'ont pas une connaissance suffisante de l'histoire. Comme en France, nous avons vu le président Mitterrand, qui était un but d'histoire et de littérature. Aujourd'hui, nous avons une génération de gouvernants, et malheureusement, pour la plupart, issus de la génération de la télévision. On n'est pas loin. Mais vous savez, si je vais juste à ce sujet, il y a eu par exemple, nous on l'a bien vécu à l'université, juste à l'instant, c'est une petite parenthèse, mais à un moment donné, vous aviez une faculté des lettres à Genève. Et puis, le développement des études a fait qu'au XXe siècle, vous avez eu à un moment donné la création d'une nouvelle faculté qui s'appelait la faculté des sciences économiques et sociales. Et la faculté des sciences économiques et sociales étudie l'histoire, ça fait partie aussi de son programme, mais ça ne remonte pas plus haut que le XIXe siècle. En dépit des efforts que faisait Favet à l'époque pour maintenir justement une profondeur du champ historique. Donc si vous voulez, vous avez à ce moment-là
je veux dire par là que le développement des sciences économiques et sociales, qui était une nouvelle matière importante à cette économie, a été quelque chose qui en même temps a porté préjudice à un programme plus étendu historique. Juste alors ma question, je voudrais savoir si lorsque cet accord a eu entre Carthaginois et plus de religions monothéistes existaient déjà. Non. Non, non. Non. Il n'y avait pas. Voilà. Voilà, le judaïsme. Il y avait l'hébraïsme, donc la religion hébraïque était. Oui. Il n'était pas dans le champ de conscience de ces gens-là. Ouais. Comme ça n'avait pas été traduit en grec, il y avait aucune chance. Ils n'en avaient pas connaissance. Parce que Magon, qui est l'inventeur des vignobles, donc du vin que nous consommons dans le Beauvalais, il est cité nulle part. C'est ce nihilisme-là qu'il faudrait commencer à dénoncer. Ça commence par là. Oui. Hein? Donc, les Étrusques, je pense, ont bénéficié du vin carthaginois. Oui, sans doute, oui. J'espère que je ne prends pas des portes. Non mais le vin, c'est très important. Hein. Je veux faire savoir, pas seulement dans les musées, je veux faire savoir également aux enfants. Dans le monde, qu'ils sachent, vous avez parlé de l'Espagne arabe. Oui, bien sûr. Moi, j'ai lu que Charlemagne, lorsqu'il est arrivé à Poitiers, Charles Martel. Il a demandé, mais pourquoi ces gens-là, donc avec les Mamoun, les Israélites qui étaient là, qui vivaient aussi, les Hébreux avec les Arabes, il a demandé pourquoi est-ce qu'ils sont en avance, pourquoi est-ce qu'ils ont des savants. Il a dit, Monseigneur, donc, ils savent lire et ils savent écrire. Et c'est pourquoi Charlemagne n'est pas aimé par les élèves. Parce que c'est lui qui a inventé l'école et non pas Jules Ferry. Jules Ferry, c'est l'école laïque, gratuite. Voilà, ce sont des choses qu'on doit enseigner et qu'on n'enseigne pas suffisamment. Il faudrait revoir. Et c'est pour les adultes, parce qu'il faut des générations, il faut commencer par les enfants. Alors moi, je prends la parole pour plaider. Il faudrait que j'aille voir l'UNESCO. Il faut qu'on revisite les manuels scolaires. Et ce qui est en train de se faire actuellement en France, c'est admirable. Il se trouve que c'est une dame, la ministre de l'Éducation, elle est d'origine maghrébine, mais elle fait du bon travail, elle est française. Elle se sent française, mais c'est sa culture. Son ouverture d'esprit, peut-être, sa culture binationale à la fois maghrébine et française, qui nous permet d'avancer telle qu'elle a sorti des tiroirs, mais je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est quelque chose de très positif. Et il faudrait que l'Union européenne suive l'exemple de la France et donne des recommandations pour qu'on revisite les manuels scolaires. Je vous remercie.